Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des trafiquants de santé un peu spécial, puisque cette fois, on ne va pas parler d'une personne ou d'un collectif comme les vidéos précédentes, mais plutôt d'une profession entière, les visiteurs et visiteuses médicaux. Et je me permets avant toute chose d'expliquer ce choix de ligne éditoriale, si l'on peut dire ainsi. La série des trafiquants de santé a pour but de dénoncer les pratiques frauduleuses des personnes utilisant des procédés malhonnêtes et qui par leurs actes et par leurs discours font du mal autour d'eux dans le domaine de la santé. Si des charlatans comme Loïc Ternisien ou Solange Arnaud y ont bien sûr leur place, il convient également de reconnaître que les acteurs classiques de la santé ne sont pas en reste, et notamment les industries du médicament. Vioxx, Mediator, Diane 35, les nombreux scandales sanitaires nous ont montré que la privatisation de la recherche médicale s'accompagnait malheureusement également de recherche de profit, et parfois aux dépens de la santé des patients, tout comme pour les naturopathes et autres énergéticiens. Alors aujourd'hui, on va taper un peu sur Big Pharma. Comme vous le savez sans doute si vous avez vu l'avant-dernière vidéo de cette chaîne, et si vous ne l'avez pas fait, qu'attendez-vous, je suis actuellement en dernier semestre d'internat de médecine générale en pédiatrie. Et bordel, la parentalité et la petite enfance de manière générale, c'est bourré d'empirisme et de fake med. J'avais déjà parlé des délires homéopathiques dans les prescriptions des sages-femmes travaillant à l'hôpital où j'étais, mais depuis quelques mois, c'est maintenant chaque semaine que je suis confrontée à des contradictions hallucinantes entre les différents tuteurs qui m'encadrent. Lait maternisé, sommeil, technique d'allaitement, gestion de la frustration, diversification alimentaire, prévention de la surexposition aux écrans, crème dermatologique, utilisation de probiotiques, c'est le festival. Et parmi les 4 pédiatres avec lesquels je travaille principalement, une seule d'entre elles, la semaine dernière, m'a avoué que bon, quand même, pour ces questions-là, chacun y va un peu de son expérience et en fait, rien n'est vraiment basé sur des études. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que c'est intolérable, que c'est de la charlatanerie, qu'il faut toujours se baser sur la science, et je vous répondrai oui, mais... En pédiatrie, c'est difficile. Déjà parce que les médicaments sont très peu testés sur les enfants. La plupart des molécules sont approuvées pour l'adulte et ensuite adaptées en posologie pour enfants. C'est le cas de tous les médicaments courants que vous connaissez. Le paracétamol, le racécadotril, l'ibuprofène, l'amoxicilline. Et oui, faire des études sur des enfants, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher et éthiquement, c'est plus discutable. Ensuite, il y a beaucoup de problématiques propres à la pédiatrie qui ne sont tout bonnement pas ou pas assez étudiées. Les régurgitations, les troubles du sommeil, les coliques du nourrisson, la plagiocéphalie ou plus simplement tout ce qu'on a cité plus tôt. Et enfin, les parents sont en demande d'informations et ils sont inquiets. Ils veulent le mieux pour leur enfant et n'ayant pas fait d'études de médecine, ils s'en remettent assez naturellement aux pédiatres ou aux généralistes. Cette demande importante des parents et cette inquiétude sont ressenties par le médecin qui se sent un petit peu obligé d'y répondre. Sauf que la réponse, la plupart du temps, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'études scientifiques sur la meilleure méthode pour endormir un bébé ou de massage miracle pour soulager les coliques du nourrisson, de preuves solides de l'utilité de telle ou telle crème pour les soins du cordon ombilical ou de programmes de règles pour gérer les écrans. Parce que chaque enfant est unique et le plus souvent, les solutions, ce sont les parents qui les trouvent eux-mêmes, à force de tenter des trucs. Et on pourrait s'arrêter là en fait. Dire à vous, parents et patients, d'essayer des trucs et de vous tranquilliser en vous assurant que vous ne ferez jamais de bêtises, qu'il n'y a pas de réponse absolue à la question que vous vous posez et que le temps suffira. Et vous, consoeurs et confrères, de rassurer vos patients sans chercher à répondre à tout. Accepter de ne pas savoir et de le dire, et vous habituer à ne pas prescrire systématiquement à chaque consultation. Mais ça, c'est sans compter sur les labos. Soyons clairs, les entreprises pharmaceutiques sont des firmes lucratives. Leur but, c'est de vendre le plus de produits possible au plus de gens possible. En pédiatrie particulièrement, un secteur est extrêmement concurrentiel, celui des médicaments non remboursables. Parce que les prix sont fixés librement par les entreprises, les marges sont donc nettement supérieures et le marché beaucoup plus intéressant. Je le dis d'entrée de jeu, les produits non remboursés n'ont jamais démontré leur efficacité sur quelque problème médical que ce soit. Sinon, ils seraient remboursés, au moins un petit peu. C'est le principe même de l'assurance maladie qui évalue l'utilité d'un médicament et le rembourse si et seulement si celle-ci est suffisante. Pas d'utilité prouvée, pas de remboursement. Mais le vide laissé par l'absence de médicaments efficaces dans tous les problèmes dont on a parlé en pédiatrie laisse le champ libre aux entreprises pharmaceutiques pour vendre justement tous leurs produits inutiles. Les cibles,
Les parents, via de grandes campagnes de pub, mais aussi et surtout les pharmaciens et les médecins qui sont en première ligne face aux demandes des patients. Et pour convaincre les médecins qui exercent en cabinet, quoi de mieux que la visite médicale? Pour ceux qui l'ignorent, la visite médicale, c'est quand un ou une représentante d'une industrie pharmaceutique vient voir un professionnel de santé pour lui faire directement la publicité de plusieurs médicaments de la marque dans un entretien individuel. Et pourtant, on le sait que les visiteurs médicaux sont une source naze d'informations et que tout ce qu'ils font, c'est nous faire prescrire plus et pas mieux. On sait que leurs discours et leurs infographies sont claqués au sol et que recevoir un visiteur médical est bien plus délétère que bénéfique pour un médecin. Pour ceux qui n'en sont pas persuadés, tous les liens des études appuyant ce que je dis sont en description, je ne reviens pas dessus, ça a été démontré 50 fois. C'est la raison pour laquelle les jeunes médecins ne reçoivent quasiment plus les visiteurs médicaux. Les vieux croutons attachés aux visiteurs médicaux sont indécrottables, on ne les changera pas, inutile d'essayer de les convaincre. Souvenez-vous toujours que la base de l'entretien épistémique, c'est que vous et votre interlocuteur acceptiez de changer d'avis. Mais entre ces deux extrêmes, il y a les étudiants en médecine. Et chers externes, chers co-internes, cette deuxième partie, elle est pour vous. Bien sûr, une bonne partie des techniques que je vais vous exposer peut être utilisée par tous les professionnels de santé, donc n'hésitez pas à la partager à votre médecin préféré. Et bien sûr, tout ce que je dis à partir de maintenant ne repose que sur mon expérience personnelle, donc à prendre avec toutes les précautions d'usage. En tant qu'étudiant en médecine, la position face aux visiteurs médicaux est délicate. Si votre encadrant n'en reçoit pas, le problème ne se pose pas. Mais si il ou elle en reçoit, c'est qu'il ou elle est persuadé que c'est utile. Donc, en bon tuteur pédagogique, il veut que vous en profitiez. Notez que dans la logique des médecins recevant les labos, c'est une bonne chose pour vous d'être là. Et ils vous diront toujours que ce serait dommage de louper ce moment. Donc là, petite mise en situation. Vous êtes en consultation avec votre chef qu'on va appeler Dr V, parce que pourquoi pas, et sur le planning du Dr V, vous voyez un sobre labo, avant les autres consultations. C'est souvent comme ça, la plupart du temps, les médecins ne savent même pas qui ils reçoivent, ni pourquoi exactement, avant que la personne rentre dans leur bureau. Problème, vous n'avez aucune envie de vous farcir le discours de Vanessa, déléguée de Machin Pharma, qui va utiliser toutes les grosses ficelles commerciales pour vous vendre son probiotique inutile. Plusieurs possibilités s'offrent donc à vous. La première, et la plus simple, c'est de fuir. Exposez calmement mais fermement au Dr V que vous ne souhaitez pas assister à la visite médicale. Pour arrondir un peu les angles, vous pouvez proposer de faire un peu de travail administratif pendant ce temps, ou de préparer la consultation suivante, ou même de faire de la bibliographie sur un autre sujet si la visite médicale est suffisamment longue ou que plusieurs s'enchaînent. Bref, montrez que vous n'êtes pas intéressé par la visite médicale, mais volontaire dans votre démarche d'apprentissage. Dans la majorité des cas, ça se passera très bien. Au pire, le Dr V va lever les yeux au ciel, pester sur cette jeune génération qui fait n'importe quoi, et vous gratifier d'un sermon sur l'importance des visites médicales. Mais c'est tout. S'il est vraiment tatillon, il voudra discuter de vos raisons et essaiera de vous convaincre. Et c'est alors à vous de l'écouter et de profiter de cette discussion pour faire avancer vos points de vue respectifs. C'est ce qui se passe en ce moment dans mon stage de pédiatrie où ma décision a été globalement bien accueillie, peu questionnée et surtout respectée. Dans ce cas-là, et pour que ça se passe au mieux, c'est à vous d'anticiper sur les visites médicales prévues et d'arranger votre emploi du temps en fonction. Plus vous serez actif ou active pendant ces moments-là, mieux ça se passera. N'hésitez donc pas à demander au secrétariat quand sont les créneaux pour pouvoir vous organiser en fonction. Mais il se peut que le Dr V soit un peu chafouin à l'idée que vous remettiez en cause son autorité. Il peut s'énerver. Attention, par s'énerver, je veux vraiment dire qu'il n'essaiera pas juste de vous convaincre, mais de vous forcer la main. Cela peut se manifester par du mépris teinté d'humour, du style « Ah oui, c'est vrai, on me l'avait jamais faite celle-là », des menaces « Je te rappelle que je peux invalider ton stage », voire de la violence verbale. Bon là, la monétisation de YouTube m'empêche de mettre des exemples. Personnellement, j'ai vécu les trois au même moment par le même tuteur. Clairement, c'était pas un moment agréable, mais il a fini par céder. J'ai pu éviter la visite médicale du laboratoire Boiron. Dans ces cas-là, je ne vous conseille pas d'essayer de dialoguer ou d'argumenter. Quand un supérieur a recours à ces extrémités, c'est qu'il n'a pas envie de parlementer, donc laissez couler. Soit vous avez gagné et vous avez intérêt à vous protéger, on parlera de ça à la fin, soit il ou elle a gagné et vous devez vous résigner à une des deux autres options. La deuxième possibilité, c'est de subir. Vous pouvez abandonner le combat et assister poliment à la visite médicale, écouter et même vous y intéresser, Personne ne vous en voudra.
On n'a pas tous les jours envie de se battre et ce n'est pas grave. Mais plus intéressant, vous pouvez entrer dans une opposition passive. Une espèce de candeur un peu stupide qu'on ne pourrait pas vous reprocher, mais qui vous permettra de faire de ce moment pénible quelque chose d'un peu plus supportable. La condition indispensable, bien sûr, c'est d'être poli. La personne qui effectue la visite médicale, elle ne fait que son boulot, elle mérite le même respect que n'importe qui. Donc il est évident que les formules de politesse s'imposent. Néanmoins, une fois le blabla commercial débuté, rien ne vous oblige à l'écouter. Généralement, l'interne est installé un peu en retrait de son ou sa chef. Étant derrière votre tuteur ou tutrice, il ou elle ne peut pas vraiment vous fliquer. Vous pouvez donc rêvasser, scroller sur Insta ou même essayer de résoudre la conjecture de Syracuse pendant ces quelques minutes de pause. N'hésitez pas même à fermer les yeux, le plus souvent ça passe inaperçu. Bien sûr, là où le commercial verra bien que vous n'écoutez rien, mais c'est justement le but. D'expérience, si vous montrez dès le début un inintérêt total pour ce qui est dit, il ou elle se tournera complètement vers le Dr V et vous serez tranquille. Cette option est la moins coûteuse en termes d'énergie et est selon moi la meilleure pour les étudiants qui n'aiment pas le conflit et veulent rester discrets. Mais ça implique quand même d'avoir la capacité de se concentrer totalement sur autre chose alors qu'on discute à côté de vous, et ça suppose aussi de prendre le risque de se faire choper par votre tuteur ou tutrice qui peut assez mal réagir, auquel cas vous revenez à la situation précédente et ce n'est pas terrible. Et si vous êtes obligé d'assister à la visite médicale, soit parce que le Dr V s'en branle de votre avis, soit parce que vous êtes particulièrement maso, ou encore que vous n'avez pas anticipé cette visite médicale et que vous avez la flemme de vous lever de votre tabouret, comme moi ce midi, vous avez la troisième option, combattre. Alors ne vous emballez pas, le combat est perdu d'avance, pour la simple et bonne raison que le ou la visiteur médical n'est pas là pour combattre, et surtout pas avec les mêmes armes que vous si vous êtes habitué au contenu de cette chaîne. Oubliez l'entretien épistémique, oubliez même l'espoir d'un dialogue construit et d'arguments solides, et laissez-moi vous révéler la parade ultime pour contrer tous les délégués commerciaux des entreprises pharmaceutiques ou autres. Demandez-leur leur source. Tout le temps. À chaque phrase, à chaque affirmation, à chaque chiffre, à chaque virgule. Les commerciales et commerciaux des labos ne savent pas ce qu'est une étude. Ils ne savent pas lire une étude, ils ne savent pas présenter une étude, ils ne savent pas critiquer une étude, mais vous, oui. Et vous savez que c'est sur ça, au final, que doit se fonder votre opinion d'un médicament. Alors ayez avec les délégués commerciaux la même absence de pitié qu'avec les naturopathes et autres charlatans. Parce qu'ils ne méritent pas d'être traités différemment. Passez votre temps à les questionner, à leur couper la parole si nécessaire dès qu'ils assènent un argument comme un fait. D'où vient ce chiffre? Quel est votre critère de jugement? Quelle est la population de l'étude? Y avait-il un groupe contrôle? Vous verrez que les visiteurs et visiteuses médicaux n'ont jamais les réponses à ces questions. En revanche, ils essaieront de vous baratiner, de répondre à côté pour garder une contenance. Restez ferme dans votre question, reformulez si nécessaire, mais allez jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ou elle vous réponde « je ne sais pas ». Cet aveu d'ignorance inévitable s'accompagnera systématiquement d'un « mais ». Soit c'est un changement de sujet, soit c'est une promesse bidon du style « je vous enverrai les références par mail ». Ne vous attendez pas à recevoir quelque mail que ce soit, ça n'arrive jamais, et l'unique fois où j'ai reçu quelque chose, c'était 2 pauvres enquêtes de satisfaction de clients. Donc niveau de preuve Nivea, médiocre. Cette technique marche plutôt bien, elle peut être très drôle à mettre en œuvre, mais elle est chronophage et elle peut devenir pénible et redondante. C'est un peu comme essayer de discuter loi de la relativité générale avec un tabouret. C'est marrant 2 minutes, mais ça devient vite assez lassant. Bon, là je ne vous donne pas ma méthode parce que je suis plutôt du genre brut de décoffrage, donc ça passe généralement assez mal puisque j'ai un ton un peu agressif qui agace vite tout le monde. L'avantage c'est que ça se termine plus vite, l'inconvénient c'est que je me fais engueuler, peut-être à juste titre. Bon, vous avez la théorie, maintenant passons à la mise en pratique. Et je vais vous raconter le cas réel qui s'est passé ce midi à l'hôpital où j'assiste aux consultations du Dr V. Ce dernier sait très bien que je n'aime pas les représentants des labos et que je préfère ne pas être là quand il les reçoit. Généralement, il va donc boire un café avec elles, ce sont souvent des femmes, ou j'en profite pour aller pisser ou passer un coup de fil. Ce midi, Monsieur Truc se présente de manière inopinée alors que je n'avais pas vérifié l'emploi du temps. J'étais bien installée sur mon tabouret, je n'avais pas de coup de fil à passer, pas encore envie de faire pipi et je n'avais surtout pas fini mon thé. Autant vous dire que j'avais la flemme de bouger, je suis restée assise et j'ai décidé d'adopter une posture d'opposition passive en scrollant bêtement sur Facebook. Monsieur Truc a dit venir pour présenter Probiobidule de Machin Pharma. Après une explication très vague sur les concepts de prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, il nous annonce que son produit
contrairement aux autres probiotiques des autres marques, qui doivent être pris minimum 2 heures après la prise des antibiotiques pour en contrer les effets indésirables, le sien, lui, il peut se prendre en même temps. Je me suis figée et levé la tête et j'ai lâché un simple « Source ?» Monsieur Truc m'a regardé, le docteur V m'a regardé, j'ai répété « Ça vient d'où le fait qu'il faille prendre les probiotiques à 2 heures d'intervalle avec les antibiotiques? J'ai toujours entendu ça, mais j'ai jamais trouvé la source. » Sa bouche bée et son regard vide m'ont galvanisé. Je me suis dit que j'allais me le faire et qu'il allait payer pour tous les autres. C'était injuste, mais après tout, le monde est injuste et j'avais vraiment envie de finir mon thé tranquille. Alors c'est parti. Nos probiotiques rééquilibrent la flore. Mais comment vous le savez? Il y a des études. Mais quelles études? Il n'y a aucun essai clinique en référence sur votre documentation. Ça renforce aussi le système immunitaire? C'est-à-dire? Comment ça? Renforcer le système immunitaire, ça ne veut rien dire. Ça renforce quoi? Les blancs, les PNN, les lymphos, la production d'anticorps? C'est général. Ça vraiment, je crois que c'était la meilleure. Vous imaginez pas à quel point je riais intérieurement, j'avais l'impression d'être face à un naturopathe. Alors en plus, celui-là, en parlant d'un médicament pour réhydrater les bébés en cas de diarrhée, il y a du zinc dedans. Mais ça sert à quoi le zinc? C'est recommandé pour les diarrhées. Alors après vérification, effectivement, l'OMS recommande le zinc dans les diarrhées. Ah très bien, j'ignorais. Et pourquoi vous avez choisi ces 2 souches de lactobacilles? Parce que ça refait la flore. Ça refait la flore, c'est-à-dire vous avez fait des prélèvements de sel avant et après traitement? Ou mesuré la variation des symptômes digestifs? J'ai pas toutes les études en tête, mais il y en a eu, sans doute, monsieur Truc. Sans doute, il y a dû y en avoir. Mon chef lui a quand même laissé son mail et il a promis de nous envoyer les références bibliographiques très rapidement. Et contre toute attente, ces références bibliographiques, il les a envoyées. Alors il les a envoyées le lendemain même, donc très rapidement. Alors on a 4 documents, donc 4 numérisations. Visiblement en fait c'est les 4 pages d'un même document. On sait pas trop pourquoi, ça commence à la page numéro 4 et c'est la note de bas de page numéro 2, donc il doit en manquer. D'ailleurs dans la numérotation des documents numérisés, on voit que ça commence au numéro 2. On sait pas ce qui s'est passé avec le 1 ni pourquoi il nous l'a pas envoyé. On va se dire que c'était sûrement juste une page de garde. Donc dans la première, donc c'est une méta-analyse de 2002. 2002, c'est long, c'est loin. 2002, ça fait longtemps 2002. Donc une étude qui date quand même de 21 ans, c'est énorme. À l'échelle de la science, c'est énorme. Donc c'est une méta-analyse qui évalue l'efficacité des lactobacilles dans le traitement de la diarrhée aiguë infectieuse de l'enfant. Donc on est complètement dans les indications qui nous a vendues. Donc le seul problème, c'est que là en fait ça porte sur des enfants hospitalisés. Donc aucun intérêt par rapport à ce qu'on nous vend, parce que nous on nous le vend pour des enfants qui sont pas hospitalisés. On va quand même regarder les résultats de l'étude. Donc les lactobacilles, ça réduit la durée de la diarrhée de 0,7 jours et la fréquence d'1,6. Alors tant pour la fréquence, ok. Pour la durée de la diarrhée, 0,7 jours, en gros, les gamins ont la chiasse 12 heures de moins, quoi. À chacun d'évaluer s'il trouve que c'est vraiment très performant. Mais encore une fois, d'ailleurs, c'est bien marqué dans les commentaires, les études, elles portent sur des enfants qui sont hospitalisés, donc on peut absolument pas se servir de ça pour dire que ça peut être pertinent de donner ce médicament chez des bébés qui sont pas hospitalisés. Et puis surtout, je suis pas allée voir l'étude directement, parce que c'est pas le but, mais surtout ce qu'on voit, c'est que le degré de significativité, donc le petit p, était pas indiqué. Donc en fait, déjà, ça disqualifie d'office une étude, ça. Donc c'est pas terrible, c'est pas grave, on aura peut-être un peu plus de chance à la page suivante. Donc allons-y pour la page 5, donc cette fois-ci, c'est une méta-analyse de 2002 aussi. Décidément, c'est toujours vieux. Alors cette fois-ci, on a un seuil de significativité, donc l'étude est significative, et donc c'est pareil, donc diarrhée aiguë chez l'enfant de moins de 5 ans, et on voit pareil, une réduction de la durée de la diarrhée de 0,8 jours, donc même pas un jour. Pour cette fois-ci c'est significatif, cela dit, on sait pas trop quels sont les enfants sur lesquels porte l'étude, si c'est des enfants hospitalisés ou pas, donc au mieux ça réduit d'une quinzaine d'heures la durée de la diarrhée, c'est quand même pas fameux. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Une étude de, 94, sérieux, j'étais même pas née. Le mec se base sur des études qui ont quasiment 30 ans. C'est un peu grave, quoi. Alors là, cela dit, ça correspond beaucoup plus aux produits qu'on nous vend, C'est donc des lactobacilles à l'intérieur d'une solution de réhydratation orale. Le résultat, aucune différence significative n'a été mise en évidence. C'est dommage parce que c'était l'étude avec le protocole qui se rapprochait le plus du médicament qu'on nous vend. Et donc là, le mec, dans ses papiers, parce que j'imagine que c'est des papiers qui sont à destination des visiteurs médicaux, le mec, dans ses papiers pour nous vendre ce médicament-là, a une étude qui montre que son produit n'est pas plus efficace que le placebo. Je ne sais pas, je suis perplexe face à la présence de cette étude dans ce document. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Donc on va enchaîner sur donc la page suivante. Donc cette fois-ci, c'est une étude qui date de 2000, donc c'est pareil,
on est sur des trucs qui ont plus de 20 ans. Donc cette fois-ci, c'est à peu près le même type de protocole. En gros, c'est à peu près ce qu'on cherche à évaluer par rapport aux probiotiques qu'on essaye de nous vendre. Par contre, la durée moyenne de la diarrhée, c'était 44 heures contre 57 heures dans le groupe placebo. Donc, en fait, c'est pareil, hein, ça fait une quinzaine d'heures à peine hein, de réduction de la diarrhée. Donc bon, voilà, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment la panacée? Clairement, je ne pense pas. Alors là, attention, on a une étude vachement plus récente, hein, 2004-2005, qui évalue cette fois-ci le lactéol. Donc là, on est, je rappelle, sur le troisième document qui s'appelle numérisation 4, et c'est la page 6 du document. Donc fin de page 6, l'étude Salazar-Lindo 2004-2005, donc une étude qui cherche à savoir si le lactéol, l'ancienne formulation mais dans laquelle il y a la même chose que celui qu'on essaye de nous vendre, hein, donc ça étudie ça, et donc on a le début du protocole. On est page 6, et quand on va sur numérisation 5, hein, donc celui qui vient après, on a la page 8. Donc on sait pas où est passée la page 7, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, on va leur laisser le bénéfice du doute et dire que c'est juste un oubli, mais c'est quand même surprenant. Donc bon, on va aller chercher, je ne voulais pas le faire, mais on va aller chercher les résultats de cette étude, hein, Salazar-Lindo. Et on retrouve donc via PubMed cette étude qui a été en fait publiée en 2007, bien qu'elle a été conduite en 2004. Et donc c'est une étude sur 80 enfants, donc c'est un très petit échantillon, qui vont de 3 mois à 4 ans. Et encore une fois, le but c'était d'évaluer la durée de la diarrhée. Et comme pour les études précédentes, la durée de la diarrhée était de 16h30 chez le groupe placebo contre 10 heures chez le groupe avec les lactobacilles, sauf que cette fois-ci, l'étude elle n'est pas significative, le petit p est supérieur à 0,05. Donc en fait, on ne peut pas conclure. Alors les auteurs se rattrapent en faisant des analyses en sous-groupes, en montrant que chez les enfants qui ont des diarrhées depuis plus de 24 heures, dans ces cas-là, alors on atteint le seuil de significativité, mais enfin tout juste, avec un petit p qui est égal à 0,44, et à ce moment-là, la durée des diarrhées est réduite de 30,4 heures à 8,2 heures, soit un gain d'à peu près une journée sans diarrhée. Mais bon, on le voit, en fait, cette étude, elle est pas terrible. Déjà, l'échantillon est très faible. Ensuite, bien qu'elle soit multicentrique avec un groupe placebo, elle est pas significative. La seule chose qui est significative, c'est l'analyse en sous-groupe. Donc, en fait, c'est pas un très très bon argument. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on n'a pas les résultats, mais ça montre quand même ce qu'on peut qualifier, je pense, d'amateurisme hein, de la part de cette personne qui vient nous vendre un médicament. Les employeurs du visiteur médical, clairement, ne lui donnent pas les moyens de pouvoir nous communiquer des informations correctement, en fait. Et donc après, on a enfin donc la page 8 sur laquelle on a enfin des trucs plus récents. Hein. Non, je déconne, on a une étude de 95 et une autre de 2003. La première étude, elle évalue 2 différents types de probiotiques, donc ça nous intéresse pas. Et celle de 95, c'est pareil, en fait, c'est le lactéol dont on a parlé, contre des antiseptiques intestinaux utilisés en Chine, enfin bref, donc aucun rapport avec ce qui nous intéresse. Et là, on en vient à une conclusion que je ne m'apprêtais pas forcément à faire en montant cette vidéo, qui est que, en fait, je plains les visiteurs médicaux. Je les plains quand ils ont affaire à des personnes qui cherchent vraiment à connaître les véritables prétentions et les véritables résultats des études des médicaments qu'on leur vend, tout simplement parce qu'en fait les visiteurs médicaux n'ont pas les possibilités de répondre à ces questions, tout simplement parce que on ne les leur donne pas. Le visiteur médical qu'on a vu avec le docteur Fay, il fait partie d'une boîte de mercenariat de visiteurs médicaux en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas salarié de l'entreprise dont il venait nous vanter le produit, c'est-à-dire qu'en fait le mec, on lui donne un contrat, on lui donne une documentation, probablement celle qu'il m'a transmise, et puis on lui dit démerde-toi pour aller vendre notre produit, sauf que quand on regarde les documents qu'on leur donne, je vois difficilement effectivement comment ils peuvent faire leur travail correctement. Donc les 2 questions qui se posent, c'est petit 1, pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ne fournissent pas aux visiteurs médicaux des sources solides sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, parce que les sources elles existent, et deuxièmement, pourquoi les visiteurs médicaux, qu'ils soient salariés directement des entreprises pharmaceutiques ou qu'ils soient mercenaires, pourquoi ne demandent-ils pas ces informations et comment peuvent-ils se contenter de ce qu'on leur donne, c'est-à-dire de 3 fois rien en fait. Et troisième question surtout, comment se fait-il que les médecins n'exigent pas plus des visiteurs médicaux ? Parce que clairement, ce qu'on a là, ce n'est absolument pas suffisant. Voilà donc pour cette petite parenthèse sur le cas particulier que je vous présentais. Bref, ce cas était très intéressant, mais il reste une chose dont on n'a pas parlé et qu'il convient de faire systématiquement,
vous protéger. Avant tout, vous pouvez vérifier les conflits d'intérêts de votre maître de stage avant même votre premier jour, voire avant même de faire votre choix de stage. Perso, pour moi, ça a penché dans la balance pour un choix de stage un petit peu difficile à faire. Le site pour trouver ces infos est facile, transparence.santé.gouv.fr. Et les lois ont beau être imparfaites, parfois ça arrive qu'elles servent à quelque chose. En l'occurrence, on rappelle que les médecins n'ont pas le droit de recevoir de cadeaux de la part des industries pharmaceutiques. Et cette interdiction touche également les étudiants. Si un ou une déléguée commerciale veut vous offrir un stylo ou un bloc-notes, répondez-lui gentiment que votre refus lui permet de rester dans la légalité et d'éviter une amende salée. Je n'ai jamais eu à le faire, mais en vrai j'adorerais. J'ai quand même l'impression que cette interdiction est assez bien respectée en prenant en compte les exceptions autorisées par la loi, c'est-à-dire les rémunérations déclarées, les activités de recherche et l'hospitalité lors des manifestations professionnelles comme les congrès. Troisième point, surtout ne restez pas seul. Dans ces situations de tension, voire de conflit avec vos chefs, parlez-en tout de suite, avec vos proches et vos amis d'abord, mais surtout très rapidement avec l'administration de votre université et au mieux vos syndicats. Personnellement, j'ai été très bien accompagnée et par l'une et par l'autre, et cela m'a permis de comprendre que j'étais dans mon droit de refuser cette situation. Ensuite, vous pouvez vous informer pour savoir mieux réagir et sensibiliser vos amis étudiantes et étudiants pour qu'ils évitent de se faire avoir. Je vous mets en lien l'excellent livret de la Troupe du Rire, collectif d'étudiants et étudiantes en médecine, qui résume très bien pourquoi et comment lutter contre l'entrisme des labos pharmaceutiques dans nos études. Enfin, cas particulier si vous êtes interne en médecine générale. Sachez que les maîtres de stage universitaires, les MSU, s'engagent à ne pas recevoir de représentants des industries pharmaceutiques en votre présence. C'est inscrit dans la charte des MSU et vous pouvez la leur rappeler à tout moment et si nécessaire, faire intervenir le Collège national des généralistes enseignants, le CNGE, qui les chapeaute. Attention, cette charte ne s'applique qu'aux médecins généralistes qui encadrent des internes de médecine générale. Dans mon cas actuellement de ce midi, le Dr V étant pédiatre, je ne peux pas lui opposer ce texte. Dans tous les cas, encore une fois, ne restez pas seul. Recevoir l'industrie pharmaceutique n'est ni utile, ni et encore moins une obligation. Vous avez parfaitement le droit de le refuser et si vous avez un doute sur une situation, parlez-en à votre syndicat qui saura vous aiguiller. Notez que ces techniques personnelles que je vous ai exposées marchent très bien avec n'importe quel commercial qui essaie de vous vendre n'importe quel produit, mais beaucoup moins avec une personne sincère, réellement convaincue du bienfait de ce qu'elle essaye de vous convaincre à acheter. Encore une fois, on est sur une méthode très différente de l'entretien épistémique ici. Deuxième point important, il est impossible d'appliquer cet outil à autre chose qu'un entretien en face à face. Sur Internet notamment, la communication est très différente et ne permet pas d'acculer comme cela un commercial en le poussant à avouer son ignorance. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me raconter en commentaire les récits de vos rencontres avec des visiteurs médicaux ou des représentants des industries pharmaceutiques. Merci à tous les médecins et étudiants en santé qui me suivent assidûment. Merci aux tipeurs, bien sûr. Il va y avoir une pause assez marquée sur la chaîne en ce moment pour les prochaines semaines, vacances et thèses obligent, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.